Le Collège de France s'invite régulièrement dans 64 minutes. Nous avons le plaisir de recevoir leurs professeurs. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet brûlant, les migrations. Bonsoir François Héran. Bonsoir. Vous êtes à la tête de la chaire Migration et Société, toute nouvelle chaire qui a été créée pour vous. Et donc, vous allez commencer vos cours en 2019. On rappelle que le Collège de France est ouvert à tous, que c'est gratuit. Donc voilà, si vous passez par Paris. Et surtout, après, on retrouvera vos cours sur le site. Donc, on peut voir vos cours dans le monde entier. Alors, on le disait, vous le disiez tout à l'heure, on en discutait, l'immigration, c'est un sujet passionnant, passionné et même passionnel. C'est vraiment quelque chose qui est au cœur de la société. C'était important de s'emparer de cette matière ? Alors, c'était important, surtout après la crise européenne des migrants, qui était en fait une crise de l'Europe face aux migrants. Et puis en même temps, l'idée de la chaire, c'est aussi de s'intéresser à la migration mise en perspective, parce qu'il n'y a pas que les grands événements spectaculaires qui attirent l'attention, il y a aussi la logique profonde des migrations qui finalement dure depuis des siècles. Au fond, c'est un phénomène banal, la migration. Il y a une migration tout à fait ordinaire, puis de temps en temps, il y a des épisodes extraordinaires qui évidemment fascinent, mais il n'y a pas que cela. Il faut essayer de rassembler un peu l'ensemble et de faire des comparaisons internationales. C'est très important pour nous et de comprendre un peu la mécanique de tout ça. Oui, parce que vous dites un phénomène banal, mais c'est un phénomène qui fait la une des journaux. Alors c'est vrai qu'il y a eu les grandes migrations en 2015. Ça continue avec ces images qui reviennent en boucle. On pourrait parler de ces migrants aussi, des caravanes de migrants aux États-Unis. Et selon vous, c'est quand même un phénomène banal. On en fait trop, les médias, les politiques ? Alors, je ne dis pas que les médias en fassent trop. Ils ont parfois une vision un peu biaisée. C'est vrai que quand on voit toujours éternellement les mêmes images des réfugiés africains dans leurs canots avec leurs gilets jaunes, on finirait par croire que la migration subsaharienne est la plus importante qui soit au monde. Enfin, il faut rappeler qu'on a des taux d'émigration, de sortie du territoire, qui sont bien plus élevés, par exemple, dans les pays des Balkans. Vous prenez la Roumanie, la Serbie, le Kosovo, tous ces pays-là, il y a à peu près 22% de la population de ces pays qui vit à l'étranger. L'Afrique subsaharienne, c'est peut-être 3%. Et donc on a une polarisation tout à fait, parfois étrange, sur un certain nombre de continents, de régions du monde, et ça ne reflète pas l'état des migrations. On est convaincu, par exemple, que c'est les pays les plus pauvres qui vont nécessairement migrer vers les pays les plus riches. Ce qui n'est pas le cas ? Non, quand on regarde la grande base mondiale des diasporas, des migrations, qui a été dressée par la Banque mondiale, le FMI, l'OCDE, l'ONU, un grand travail collectif qui dresse le bilan de toutes les migrations de par le monde, qui croise tous les pays d'origine avec tous les pays de destination, on s'aperçoit que c'est plutôt les pays de niveau moyen, comme le Mexique par exemple, qui alimentent les plus gros flux de migration, et pas les pays les plus pauvres. Les pays les plus pauvres des pauvres, comme par exemple les pays de l'Afrique subsaharienne enclavés, eh bien, ils migrent beaucoup dans d'autres pays de l'Afrique subsaharienne. Vous voyez ? Oui, d'abord, ils migrent autour de leur pays. Alors, une partie de ces migrations sont des migrations forcées qui sont liées évidemment aux conflits, aux guerres, etc. Mais il y a aussi, bien sûr, une migration volontaire. Et cette migration volontaire, quand on n'a pas les moyens d'aller loin, elle reste dans un rayon qui est quand même très étroit. Et pourtant, il y a des discours alarmistes. Alors, en Europe, en France notamment, on le voit en ce moment avec le pacte sur les migrations, prôné par l'ONU. Le texte doit être ratifié le 10 décembre prochain à Marrakech. On en parlait avec Mary Robinson tout à l'heure, notre invitée. Emmanuel Macron est pour, donc la France, mais d'autres pays hésitent, comme la Suisse, la Belgique. Comment vous expliquez cette valse hésitation, cette inquiétude ? Bien, vous savez, la migration, ça met en cause ce qu'on a coutume maintenant d'appeler l'identité nationale, le sentiment de ce qu'est une nation, une formation, qui peut en faire partie, qui n'en fait pas partie. Alors quand on se polarise là-dessus, ce qu'on observe, c'est que les gouvernements tiennent à conserver leur souveraineté sur ce sujet. Donc, même pourtant, c'est un texte non contraignant, il faut le rappeler. Voilà, c'est ça, c'est un simple pacte, c'est un pacte, je dirais, de bonnes intentions, et il vient d'une idée assez simple, c'est qu'il faudrait quand même harmoniser un petit peu la façon de faire, les procédures. C'est un texte très modéré, mais voilà, il a le malheur de dire au passage que la migration serait plutôt une bonne chose qu'une mauvaise chose, et c'en est déjà trop. Oui, c'est presque inaudible aujourd'hui, voilà. de dire ça. C'en est déjà trop pour une partie importante de l'opinion publique, c'en est déjà trop pour tout un certain nombre de pays. Vous savez, j'ai consacré ces dernières semaines et c'est de dresser un peu un bilan de ce qui s'est passé avec la crise des migrations européennes. Quand on regarde, ce sont les chiffres d'Eurostat, des chiffres tout à fait officiels. Les pays sont
sont obligés à envoyer à Eurostat des données extrêmement précises, trimestrielles, sur l'asile et sur le traitement que l'on fait des demandes d'asile. Quel est le bilan? Eh bien, vous prenez 2015, 2016, 2017, les 3 dernières années pour lesquelles on a un bilan complet, et vous regardez à combien de demandeurs d'asile tous les différents pays de l'Union européenne, mais aussi de la zone de libre-échange, la Norvège, l'Islande, etc., à combien de migrants on a décidé d'accorder une protection, que ce soit la Convention de Genève ou une protection subsidiaire qui est moins durable. Quand on regarde ça, il faut le rapporter à la population de chaque pays, parce que les pays ont des tailles très différentes. Ils ont aussi des niveaux de richesse très différents. Eh bien, arrive en tête la Suède, 7000 protections accordées de demandeurs d'asile pour 1 million d'habitants. Oui, pour en plus le premier pays. Donc La moyenne européenne n'est pas à 7000, est à 1500, 1400. La France, c'est même pas la moitié. C'est à 540. Et quand vous dites, bon, il faudrait aussi tenir compte de la richesse des pays, parce qu'en tête, vous avez la Suisse, la Norvège, l'Autriche, la Suède, la sont des pays riches. Oui. Donc, quand on tient compte, pour estimer un petit peu l'impact des capacités d'accueil, quand on tient compte du PIB ou du revenu national brut de ces pays, le classement change un peu, mais la France est toujours au 13e, 14e, 15e rang. Donc nous sommes très bas. On est très bas, mais il n'y empêche qu'il y a ces théories qui circulent. On pense au grand remplacement, théories véhiculées par les partis d'extrême droite. D'où vient cette théorie et pourquoi elle a aussi bonne presse, en fait, finalement, au sein d'une certaine partie de la population? Alors, nous serons tous remplacés par les générations suivantes. Ça, c'est une évidence. Et le problème, c'est est-ce que la composition de la population va changer? Mais ça fait longtemps, elle change depuis longtemps. Puisque la France est un pays très particulier. Dès le 19e siècle, nous étions un pays d'immigration. Nous étions le seul pays d'Europe à être un pays d'immigration. La quasi-totalité des autres pays européens avaient des surcroîts démographiques considérables et les envoyaient où? Vers le Nouveau Monde. Nous n'avons pas peuplé le Nouveau Monde comme les Anglais, les Suédois, les Allemands, les Italiens, etc. Et donc, nous sommes un pays d'immigration, mais depuis Napoléon III, en gros. Ça a progressé. Nous avons fait, ça, c'est quelque chose qui appartient à notre histoire, 2 guerres mondiales qui ont été dévastatrices. Et pour reconstituer nos économies après les 2 guerres mondiales, après la première comme après la seconde, nous avons fait appel massivement à des immigrés. Nous sommes allés les chercher. Après la Première Guerre mondiale, on est allé chercher, par exemple, des Polonais en quantité. Donc, et ensuite, quand arrivent les crises, là, évidemment, on a arrêté l'immigration de travail. En 1974, on a arrêté l'immigration de travail. Et maintenant, alors ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas bien mesuré. C'est que quand on arrête les flux, ça augmente les stocks, pour utiliser le langage un peu cru des démographes. C'est-à-dire que si on arrête, par exemple, l'immigration de travail, eh bien, les gens restent, ils n'osent plus repartir de peur de ne pas pouvoir faire des va-et-vient, et étant bloqués sur place, ils décident de faire venir leur famille, et ça a été le début, en tout cas la prolongation d'une migration familiale qui est considérable et qui contribue effectivement à peupler la France autrement qu'auparavant. Quel est le bilan actuellement? On arrive à peu près à 1/4 de la population vivant en France qui est soit immigrée, soit enfant d'immigrés. Mais c'est un changement qui a été très progressif. J'explique que ce n'est pas une intrusion massive, c'est une infusion durable. Alors, vous allez lancer une sorte de GIEC des migrations. Enfin, vous y participez. Le JMA sera le 10 décembre. Comme il existe un GIEC sur le réchauffement climatique, quel va être son rôle? Alors, c'est une tentative qui a été lancée à l'initiative de 3 chercheuses de Sciences Po et du CNRS. Hélène Thiollet, Virginie Guiraudon et Camille Schmoll, je tiens à citer leurs noms. Et elles sont venues me voir pour savoir si l'Institut d'immigration que nous sommes en train de bâtir avec le CNRS accepterait d'héberger cette initiative. J'ai accepté et l'idée c'est la suivante. Ce serait d'établir un concert international d'experts, car la pétition qui a été lancée en faveur de ça a reçu des signatures de tous les pays européens. Et donc nous nous réunissons en décembre avec les meilleurs spécialistes anglais, italiens, allemands, etc., belges, enfin tous les pays européens récepteurs de migration, pour essayer de nous mettre, de créer une sorte d'expertise commune
qui serait toujours pluraliste, mais qui permettrait finalement d'en finir avec un certain nombre de rumeurs, de fausses idées, et qui permettrait surtout d'alimenter de façon beaucoup plus régulière et sérieuse les pouvoirs publics qui sont en demande, de données fiables sur le sujet. Oui, on en a effectivement besoin, même au niveau des médias. Merci François Héran, on a hâte que vous veniez nous en parler. Et je vous rappelle que donc, vous donnez vos premiers cours sur les logiques migratoires. Pourquoi partir, pourquoi rester à partir du 10 janvier au Collège de France. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous et on retrouvera vos cours sur Internet. Merci. Merci beaucoup.